Bon, maintenant c'est mon tour. No words, just oh my god. Ok, donc on va commencer cette série sur l'éducation. Juste par rapport à la classe, donc on avait discuté un peu, je voudrais que ce soit quand même une discussion ouverte, avec des questions, pas juste moi qui parle pendant 1 heure, ça ne sert pas vraiment à ça, donc ça c'est une chose. Et donc ça c'est juste au niveau de la classe, des questions, on va donner une liste de points qui ont été abordés, ou qui ont été suggérés pour des questions. Et première chose dont je voudrais parler, c'est certains principes de base, si on peut dire, sur l'éducation et peut-être avant même l'éducation, dans le sens où quel est le but de l'éducation, quel est notre rôle en tant que parent, de ce genre de choses, avant de rentrer plus, peut-être dans les semaines à venir, ou peut-être aujourd'hui si on a le temps, sur l'éducation pratique et bon, après adresser les questions qu'on a. Et la première chose, je pense, à aborder, si on parle de l'éducation positive, c'est quel est le but de l'éducation. Qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on est censé accomplir en tant que parent par rapport à nos enfants, qu'est-ce qu'on est censé leur donner par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à partager. Oui, transmettre. Transmettre et que ce soit des gens bien. J'aime bien. Essayer de les rendre autonomes, qu'ils arrivent à réussir leur vie quand ils sont grands. Ok. Deux choses, qui est l'autonomie. Oui, mais on t'accuse. Il m'a dit, mon fils, maintenant qu'ils sont mariés, il me dit, well, tu nous as donné toute la liberté et on était très indépendants. Mais tu nous as pas. Je dis, oui, alors, tu te plains que je te donnais toute la liberté parce que ses copains, ils étaient toujours serrés, coincés. Alors, you never win. You can't win. You can't win. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Ok, merci. Tant qu'ils sont indépendants et qu'ils fonctionnent, Oui, on a réussi notre travail d'une certaine manière. Très jeune. Exactement. Donc ça, c'est une chose. Donc effectivement, il y a l'indépendance, réussir leur vie. Après, il faut définir bien sûr ce que ça veut dire que réussir sa vie. Est-ce que ça veut dire être riche? Est-ce que ça veut dire être heureux mais pauvre? Est-ce que ça veut dire d'être riche mais pas heureux? Être accompli? Est-ce qu'être une bonne personne au détriment d'une fortune, ou le contraire? Quel est le but de l'éducation dans tout ça? En amont et avant même de rentrer dans le but de l'éducation, il y a des choses qui sont importantes à savoir. Et la première chose, c'est qu'on n'est pas les propriétaires de nos enfants. Nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est une responsabilité qu'on a par rapport à eux. On est les gardiens ou les responsables, si on peut dire, des âmes qui sont venues sur Terre. Mais ces âmes qui sont venues sur Terre ne sont pas à nous. Ils ne nous appartiennent pas. Ils nous appartiennent pas. C'est ça l'affaire. Donc on a une responsabilité, mais on n'est pas non plus 100% responsable d'eux. Juste une histoire pour illustrer ça, mais c'est une histoire qui est souvent utilisée dans un autre contexte, mais qui est quand même une histoire qui ramène ce point-là. Il y avait une famille qui n'avait pas d'enfant pendant très longtemps, et suppliait, c'était à l'époque du Baal Shem Tov, ils suppliaient le Baal Shem Tov pendant de longues années d'avoir une bénédiction pour des enfants. Et finalement, le Baal Shem Tov leur a donné une bénédiction, et ils ont eu un garçon. Malheureusement, ce garçon est décédé à l'âge de 2 ans. Donc ils ont perdu leur bébé à 2 ans. Alors ils sont bien sûr retournés vers le Baal Shem Tov en disant c'est quoi cette histoire? Vous vous moquez de nous d'une certaine manière, c'est encore pire, c'est nous faire mal comme ça d'avoir un enfant juste pendant 2 ans, de nous donner, après de le reprendre. Pourquoi? Et le Baal Shem Tov leur a dit, je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire. Donc c'est l'histoire que le Baal Shem Tov raconte dans cette histoire. C'est qu'il y avait une fois un roi qui n'avait pas d'enfant pendant de longues années. Ils ont tout essayé, les docteurs, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ils sont arrivés à un moment où ils n'avaient rien à faire. Il n'y avait plus grand chose à faire. C'est pas grave. Et il y a eu un conseiller du roi qui a eu une idée suivante. Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas demander aux Juifs de prier? Et quand Dieu va les écouter, et le roi aura un enfant. Donc on dit, ok, c'est une bonne idée, mais pour qu'il soit sincère, il faut qu'on serre un peu la vis. Et donc le roi a fait passer une loi que si d'ici 1 an, le roi n'a pas d'enfant, tous les juifs du royaume sont expulsés. Et tous leurs biens confisqués. Alors bien sûr, tout le monde a commencé à prier, des jours de jeûne, etc. Ça a marché, et avant la fin de l'année, le roi a eu un garçon. Un garçon bien sûr très spécial, puisqu'il est venu de toutes ces prières très sincères du peuple juif, etc. Donc c'était vraiment une âme particulière qui est descendue sur terre. Il était tellement spécial, entre autres il était très intelligent, qu'il a très vite dépassé tous ses professeurs. Et le roi est obligé de chercher un professeur à l'extérieur du royaume. Et après beaucoup de recherches, il a trouvé un moine qui était
avec beaucoup de recommandations, de très bonnes recommandations, etc. Et il a engagé ce moine, mais le moine avait mis une condition à son emploi, qu'il aurait 1 heure par jour de temps pour lui-même, où personne ne peut le déranger, personne n'a besoin de savoir ce qui se passe, c'est son heure à lui, et c'est tout. 1 heure privée où il y a rien, personne n'a le droit de le déranger, personne n'a le droit de savoir ce qui se passe, c'est son heure à lui. Si le roi est d'accord, avec grand plaisir. Le roi bien sûr était d'accord, le moine est venu à commencer à enseigner ce garçon, et tous les deux ensemble ont grandi et développé. Ce garçon a vraiment appris beaucoup de choses, le père était très content, etc. Mais cet enfant qui était si intelligent et sensible, se dit, si j'ai un professeur tellement extraordinaire et qui fait quelque chose de privé pendant 1 heure, ça doit être quelque chose de très spécial. Et je veux savoir ce que c'est. La curiosité. Donc il a décidé, il est déjà un peu plus âgé, de regarder, à l'époque il y avait encore des grosses serrures avec les clés, de regarder ce que son professeur faisait pendant cette heure-là. Donc une fois, il a regardé par le trou de la serrure, et il voit son professeur envolé dans un drap, avec une espèce de boîte sur sa tête et sur les mains. Le drap, c'était un rappeur. Il dit, c'est quoi cette histoire? Bon, il n'a rien dit parce qu'il n'était pas censé en parler, il n'était pas censé savoir ce qui se passait, mais au bout d'un moment, il a craqué, il n'en peut plus. Et il a parlé à son professeur, il dit, voilà, j'ai regardé ce que tu fais, ce que vous faisiez. C'est quoi? Alors le professeur a dit, ça suffit, je pars, on avait une condition. Et l'enfant qui lui dit, calme-toi, j'ai besoin de savoir, on est tellement proches l'un de l'autre, etc. Explique-moi. Il a expliqué qu'en fait, il était juif, qu'il a été forcé de se convertir, il a suivi son parcours avec l'Église, mais il est toujours resté fidèle à son judaïsme, même s'il prétendait être un prêtre. Et au fur et à mesure, il a commencé à enseigner cet enfant le judaïsme. Wow. Tant et si bien que l'enfant a décidé de se convertir. Alors c'est le prince du royaume, le futur roi, c'est un peu compliqué. L'enfant arrive maintenant à l'âge de 13 ans, il va absolument se convertir. Finalement, à l'âge de 15 ans, il n'en peut plus. Il a dit, il faut absolument, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, je veux me convertir. Il faut trouver une solution. Ils ont décidé ensemble de dire au roi qu'on voudrait partir du royaume pour explorer le monde, pour continuer son éducation. Bien sûr, on ne peut pas continuer et apprendre les choses du monde si on va avec tout un groupe de soldats et de protection et de garde du corps. Donc on va partir nous deux ensemble, anonymes, pour voir le monde, voyager à travers le monde. Bon, le père n'était pas très content nécessairement de voir son fils unique partir, mais il a accepté, il s'est sacrifié, et l'enfant est parti avec le professeur, ils sont partis, et ils sont dans une communauté très très loin du royaume, une communauté juive. L'enfant s'est converti, le prêtre est redevenu juif ouvert, et ils ont commencé chacun à faire sa vie, et bon, la vie continue. À 120 ans, le maître meurt, entre Gan Eden, et puis quelques années plus tard, c'est le moment de l'enfant, qui maintenant est une personne âgée, arrive à la fin de sa vie, il arrive au Gan Eden, il a la réception, monsieur un tel, oui, très bien, voilà, Gan Eden, chambre telle et telle. Il rentre dans son appartement à Gan Eden et il cherche son professeur. Il n'est pas là. Il retourne à la réception, il dit, où est mon professeur? Il dit, comment ça ton professeur? Ben oui, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à lui. Je ne vais pas me retrouver dans la vie éternelle sans lui. On a passé notre vie ensemble, j'ai tout abandonné, le royaume, etc. pour lui. Je ne veux pas être au Gan Eden sans lui. Et on lui explique que chacun a son parcours. Étant donné que chacun a son parcours, il ne peut pas être dans le même endroit au Gan Eden que son professeur. Entre autres, et toi tu es né d'une mère non juive, tu as passé 2 ans, de 13 à 15, en vivant en tant que non juif, c'est un parcours différent. Alors bien sûr, tu as abandonné le royaume, etc. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas la même chose. C'est différent. Et donc, vous ne pouvez pas retrouver exactement le même endroit. Toi, tu as un Gan Eden extraordinaire pour tout ce que tu as abandonné. Lui, il a un autre parcours dans sa vie. Et vous êtes dans un autre endroit. Et le prince qui dit inacceptable, je refuse de rentrer au Gan Eden si je ne suis pas avec mon professeur. Et là, ils sont coincés. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec un cas pareil? Et au bout du compte, ils sont arrivés à la décision que cet enfant a besoin de retourner sur terre, être né d'une mère juive, vivre 2 ans en tant que juif, et ensuite pouvoir rentrer au Gan Eden. Et le Baal Shem Tov raconte cette histoire à ses parents en disant, vous étiez les responsables, si on peut dire, de cette âme sur terre, pour pouvoir lui permettre d'accéder au Gan Eden. Et c'est pour ça que donc il est venu, lui des mères juives, il a passé 2 ans sur terre, et après vous revenez. Alors souvent cette histoire est expliquée pour des cas malheureusement des gens qui ont des fausses couches, ou des enfants qui meurent en bas âge, etc. Qui avaient une certaine mission, ils ont besoin de revenir sur terre pour le temps qu'il fallait, quelle que soit la raison. Les fausses couches, c'est 3 ou 4 mois. Quelle que soit la raison, ils avaient besoin d'être là pour un moment, que ce soit 1 mois, 1 semaine, 2 ans de vie,
quel que soit l'âge, et pour entrer ensuite, pour finir ce qu'ils avaient besoin de faire, pour entrer au Gan Eden. Mais un autre point de cette histoire, c'est qu'en tant que parents, on nous donne une âme pour laquelle on est responsable. Pour la durée de vie, on espère qu'elle sera très longue, mais on n'est pas les propriétaires de cette âme-là. On est les gardiens, les responsables de cette âme-là. Donc c'est vrai dans tous les cas. Même si on pense qu'on guide et qu'on aide, on n'aide pas. On a besoin de guider, on a besoin d'aider, mais on n'est pas les propriétaires. Non, alors on entrave. Notre but, une partie de notre responsabilité, pas notre but, mais notre responsabilité, c'est de ne pas entraver, de ne pas mettre des barrières, d'aider ces enfants, ces âmes, à se développer, devenir adultes, indépendantes et toutes les choses dont on a parlé, de devenir quelqu'un de bien, etc. C'est notre responsabilité. Mais on n'est pas propriétaire, donc on a une responsabilité, mais on n'a pas besoin de se taper dessus tout le temps si on n'a pas fait 100% tout ce qu'il fallait comme il fallait, parce qu'une certaine manière, il y a une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Au-delà de ça, ceux qui ont plus d'un enfant le savent déjà, chaque enfant est différent. Les caractères, etc. Même si c'est la même maison, les mêmes parents, le même air qui respire et la même eau qui boivent, on est différents. Pour moi, personnellement, un des meilleurs exemples de ça, c'est Yaakov et Esav. Et non seulement ont vécu dans la même maison, avec les mêmes parents, et c'était des jumeaux. Donc c'est pas que, oui, le placement dans la famille, c'était l'aîné, c'était l'enfant du milieu, c'était le petit dernier. Ils sont arrivés au même moment, plus ou moins, quelques minutes d'écart. C'était des jumeaux. Mais déjà, même avant la naissance, chacun avait son caractère. Oui, j'ai des jumeaux, je le vois. Donc, c'est pas nécessairement qu'on est responsable de 100% de tout ce qui va se passer. L'enfant a déjà un caractère. À nous d'aider cet enfant à être la meilleure personne qu'il puisse être. Mais on est la roue de secours quand ils ont besoin de nous. Ça, c'est quand ils sont adultes. Avant d'arriver, on est plus que la roue de secours. On est les roues avant. Après, on devient la roue de secours. Mais ce qui est notre place, et c'est une place qu'on a besoin d'assumer. On a besoin d'être là pour nos enfants, même s'ils ont 30, 40, 50, 60, 70 ans. On est à la disposition, mais eux, non. No way. Je crois que ça va pas en ce moment. Non, quand ils deviennent adultes, c'est drôle. C'est vrai, on les perd d'une façon, parce qu'ils ont des obligations avec notre famille, mais quand ils ont besoin de toi, il faut que tu sois là 100%. Ah, et à te veiller. On dit que 2 parents peuvent s'occuper de 10 enfants, 10 enfants ne pourraient pas s'occuper de 2 parents. Non. Oh my God, ça c'est tellement très... Why? Ouais, c'est comme ça que le bon Dieu a créé le monde. Alors on est abandonné. On est abandonné. Bon, On comme Déborah dit. On est abandonné à notre sort. Non, il faut accepter notre sort, c'est pas être Non, mais c'est abandonné. vrai, enfin. Il faut accepter son rôle. C'est ça. Et ça revient à une autre question dont on parlera dans les semaines à venir. C'est quel est le rôle du couple, le couple et les enfants. C'est-à-dire que pendant les années, on a des enfants, il ne faut pas non plus négliger son couple. Ce qui fait qu'une fois que les enfants sont partis de la maison, on se retrouve en face à face avec un étranger ou une étrangère. Bien sûr. On a besoin de développer son couple. Et que quand les enfants sont partis, on peut dire maintenant on fait la fête. On peut voyager, on peut à travers le monde, on n'a pas de responsabilité. Et s'ils nous appellent et qu'on est en croisière, on ne peut pas répondre. C'est pas notre faute. Où tu étais? Ça sent le vécu. D'une certaine manière, oui. La croisière. La croisière, oui. Encore que moi, j'étais le rebelle. J'ai payé pour le package pour Internet message pour éviter justement d'être complètement coupé. Mais bon, ma femme était meilleure que ça. Donc pour revenir à ça, donc on n'est pas les responsables de nos enfants à 100%. On est responsable, mais on n'est pas les propriétaires, ça nous appartient. On est responsable de tout ce qui se passe. Et s'ils ont un caractère quelconque, c'est sur nous, etc. Non. Les enfants ont un caractère qui est le leur Oui, est propre. On a besoin de les aider à être la meilleure personne en fonction de ce caractère. C'est entre autres ce que Yitzhak voulait faire par rapport à Yaakov, à Esav. Quand il voulait donner la bénédiction à Esav, dans sa tête, c'était essayer d'aider Esav à développer son caractère. Rivka a dit que ça va être une bénédiction perdue, parce qu'elle le connaissait assez bien pour comprendre que ça n'allait pas être si facile que ça. Mais dans la tête d'Yitzhak, donner la bénédiction à Esav, c'est lui qui en avait plus besoin, c'est celui qui avait plus de force, de capacité, et donc c'est lui qui allait, pour le potentiel, c'est lui qui avait besoin d'être guidé plus que l'autre. Yaakov, il était plus simple, c'est le nom qu'on donne. Yaakov, il est Ishtam, quelqu'un qui est plus simple dans le sens, c'est moins compliqué dans sa tête et dans sa vie, même s'il a eu des problèmes, et beaucoup de problèmes à travers sa vie. Et ça, on ne voit pas beaucoup de problèmes nécessairement dans sa vie. Yaakov a plein de choses qui se sont passées, mais dans sa tête, c'est moins compliqué.
Alors que Esav, c'était beaucoup plus compliqué, plein de choses. Il y a plein de complications. Mais Esav est venu avec ses complications, bon, parce qu'il avait aussi la force de résoudre ces complications dans sa vie. Esav est venu avec beaucoup de complications dans sa vie. Et Yitzhak disait, bon, c'est sa personne qui a besoin, qui a le potentiel, puisque plus on a de complications, plus on a le pouvoir d'accomplir tout ça. On ne va pas trop rentrer dans l'histoire de Yaakov et ça, c'est pas le but du cours. Mais c'est quand même un point d'étude, si on peut dire, important par rapport à nos enfants, qui sont nos enfants. Est-ce qu'on est 100%, bon, c'est nurture versus nature, est-ce que c'est la nature ou bien c'est la manière dont on a développé les enfants? Les enfants ont un caractère, on a une responsabilité de guider cet enfant avec son caractère, être la meilleure personne que lui ou elle puissent et doivent être. Mais c'est en fonction de leur caractère aussi. Parce qu'un peu l'image qu'on donne souvent dans l'éducation, c'est comme si on avait un diamant qui n'a pas encore été taillé. On a besoin de le tailler pour que ce diamant puisse être le mieux que ce diamant puisse être. En fonction des diamants, ça va être une coupe différente. Le raffiner. Princesse ou émeraude ou n'importe quoi, quelle que soit la coupe dont on va donner, pour permettre à cette pierre-là d'être la plus bien possible. Le diamant, il est déjà là, tel qu'il est. À nous de le façonner, ou de le tailler, pour qu'il puisse être la plus belle chose qu'il puisse être. Si c'est un diamant, c'est un diamant. Si c'est une émeraude, ou un rubis, mais à nous de pouvoir être là, pour aider cette personne à être la meilleure personne qu'elle puisse être. Et c'est une personne. Donc c'est pas nécessairement notre enfant à nous, même si c'est notre enfant à nous, mais c'est une personne déjà qu'on a besoin d'aider. C'est un individu. C'est un individu qu'on a besoin d'aider à accéder à son potentiel. Et pour ça, on va rentrer dans un concept qui est développé entre autres dans Tanya, qui est qu'en fait un individu c'est deux personnalités. Ou deux dynamiques qui se passent à l'intérieur, deux consciences qu'on a tous à l'intérieur. On a tous ça. C'est l'âme divine, l'âme animale, nefesh elokit, nefesh abamit. C'est-à-dire que l'enfant, à la base, est pur, et c'est un point important, comme le diamant. C'est une âme divine. Donc il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas personne, il n'y a pas d'enfants qui sont pourris à la base, si on peut dire. Ils sont tous des diamants, ils sont tous une âme divine, avec un potentiel. Si cet enfant est né, c'est que cet enfant a une mission à accomplir. Personne n'a rien à faire, personne n'est perdu. En disant il est juste né, c'est un accident, ou des choses comme ça. Ça n'existe pas. Si un enfant est né, c'est que Dieu a voulu que cet enfant soit né. Et des fois, on se rend compte de manière très, très vivace. Dans le sens où il y a des fois des enfants qui ne sont pas nés, et des gens qui attendent des années avant d'avoir un enfant. De l'autre côté, il y a des gens qui prennent la pilule ou autre chose et ils tombent enceintes. Quand Dieu veut que cet enfant vienne, c'est qu'il doit venir. Il n'y a pas d'accident, même si on dit bon, on a tout fait pour que cet enfant ne vienne pas, mais il est quand même là. C'est clairement que Dieu avait besoin de cette personne. Donc il n'y a pas d'accident qui est venu, etc. Et si cette personne est venue, c'est que Dieu avait besoin de cette âme sur terre pour accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir. Donc on a tous une valeur à 100%. Quand on est en vie, c'est qu'on a quelque chose à faire, c'est quand Dieu a besoin de nous. Et c'est vrai aussi par rapport à nos enfants. Dans le sens où chaque enfant a une mission. Il n'y a pas d'enfant qui est pourri, il n'y a pas d'enfant qui est mauvais. Un enfant, ils sont tous une âme pure. Cette âme-là s'habille dans un corps, et là, on a besoin d'éduquer, si on peut dire, d'aider l'enfant à gérer l'intégration du corps et de l'âme. Et ça se passe à plusieurs niveaux. Alors au début, même si on a une âme qui est divine, etc., elle rentre dans un corps, elle a besoin d'apprendre à gérer le corps, que ce soit apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à se nourrir. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre, le basic. Après, on développe ça. Mais l'intégration entre l'âme et le corps, le fonctionnement, si on peut dire, de l'âme et du corps, c'est quelque chose que nous, en tant que parents, on a besoin d'aider l'enfant ou l'âme à pouvoir gérer, se développer. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire monter au fur et à mesure la qualité, la sophistication, si on peut dire, de cette intégration entre corps et âme. Encore une fois, au début, c'est des choses faciles. Au fur et à mesure que cette personne se développe, on a besoin de les aider à faire en sorte que le corps ait sa propre place et sa bonne place dans l'éducation, dans le rapport avec l'âme, qui est d'être au service de l'âme, pas le contraire. Donc encore une fois, au départ, c'est des choses faciles. Après, ça devient plus compliqué. Alors ça devient, à partir de 4, 5, 6 ans, on rentre vraiment dans une éducation plus active. Après, bien sûr, autour de la bar mitzvah, bat mitzvah. Mais au départ, on a besoin d'être ça. De faire ce développement, c'est de faire en sorte que le corps puisse être au service de l'âme. Donc, ça implique deux choses. Ça implique premièrement de donner à cet enfant une conscience que son être principal, c'est l'âme. Spirituel, etc. Donc, bon, on rentrera dans tout ça. Et deuxièmement,
comprendre que même si on a un corps, c'est-à-dire qu'on a besoin des besoins physiques, émotionnels, etc., tout ce qui vient avec, ça n'est pas une fin en soi, mais c'est au service de quelque chose d'autre. Par exemple, on a besoin d'amour. Si on n'a pas d'affection, d'amour, si on n'a pas fait ça comme il fallait, ce sont des gens qui vont aller chercher l'amour là où il ne faut pas. Donc on a besoin de leur apprendre, c'est vrai que tu as besoin d'affection, c'est vrai que tu as besoin d'amour, ça fait partie de ce qu'on a en tant qu'être humain, mais il faut comprendre que ça aussi, ça doit être au service de l'âme divine, c'est-à-dire ça a sa place, que ce soit dans le contexte du couple, dans le contexte de la relation de la famille, dans d'autres choses, et c'est pas juste j'ai besoin d'affection, je vais trouver ça où je peux. Et c'est notre rôle en tant que parents d'éduquer justement les enfants, là c'est plutôt peut-être enfants, adolescents déjà, si tu cherches de l'amour, tu cherches de l'affection, il y a une structure pour ça, pour que ce soit fait comme il faut. Donc, c'est juste un exemple parmi d'autres. On a besoin de manger, oui, mais est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? Quel est le rôle principal? Est-ce que c'est mon côté égocentrique qui veut se nourrir, qui veut absorber la nourriture, ou bien j'ai un but, c'est une raison pour laquelle je mange? Un enfant qui est développé, etc., de manière équilibrée, saine, donne sa propre place à la nourriture. Un enfant qui n'a pas ça peut être anorexique, peut être, c'est une maladie, mais je veux dire, dans le sens où avoir un rapport déséquilibré par rapport à la nourriture. C'est ça. Vouloir trop manger, pas assez manger, dès qu'il y a un problème, mettre quelque chose dans la bouche, parce que bon, c'est souvent quelque chose qu'on apprend en tant qu'enfant, en tant que bébé. Quand il y a un problème, un enfant qui pleure, on lui met quelque chose dans la bouche, soit il a faim, soit une tétine, ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa place. Mais c'est souvent les premières réactions qu'on a, donc à partir de tout petit, on a appris que quand il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, on met quelque chose dans la bouche, ça nous calme, ça résout les problèmes. Au début, ça peut être le doigt, la tétine ou n'importe quoi, après ça devient un remède. Alors, un carreau de chocolat, ça va, mais quand on finit la boîte 3 fois par jour, ça devient plus compliqué. Donc on a ce genre de problème qui se passe, cette problématique qui est dans notre relation par rapport à la nourriture. Donc tout ça, c'est apprendre à l'enfant à avoir cet équilibre entre le monde qui m'entoure, et mon corps en particulier, et mon âme. Donc le but de l'éducation, par rapport à l'enfant particulier, c'est ça, c'est d'essayer de faire en sorte que cet enfant puisse se développer un rapport sain entre son âme et son corps. En faisant les bons choix. En faisant les bons choix. Après, il faut encore une fois déterminer qu'est-ce qu'un bon choix. On en revient à la problématique qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'un bon choix, c'est quand j'ai une question entre un problème moral ou un problème financier, lequel je vais choisir? Est-ce que je vole mon partenaire pour avoir plus d'argent pour pouvoir aider à soutenir ma famille et qu'on se paye des vacances? Ou le contraire? On va un peu galérer à la maison, mais je vais être honnête dans mes affaires. Quel est le bon choix? Et il faut permettre à cet enfant de faire le bon choix. Ouais, ça c'est la transmission, c'est tout ce qu'on lui transmet. Exact. Mais ça se passe à plusieurs niveaux, là. Ça se passe à chaque fois. Tous les niveaux. Tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Les parents disent souvent, j'aimerais tellement que mes enfants m'écoutent. Les enfants sont toujours à l'écoute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai. Le problème, c'est que l'écoute, c'est pas toujours ce qu'on leur dit avec les mots. C'est notre vie, nos choix, nos décisions. Et ça fait partie des choses qu'ils captent. Donc c'est pas qu'on voudrait que nos enfants nous écoutent, c'est qu'on voudrait qu'on choisisse quand ils vont nous écouter, quand ils vont pas nous écouter. Et on fait pas attention, et on fait toujours des choix. Quelle que soit la responsabilité, quelles que soient les choses qu'on fait, il y a des choix qui sont faits, il y a des messages qui passent. Sur quelle chose on se met en colère, sur quelle chose on ne va pas se mettre en colère. Quelle chose qui passe, quelle chose qui passe pas. Il y a tout un tas de choses qui se passent, qui sont le contexte familial, le contexte dans l'éducation, qui est tellement plus important que les choses qu'on va dire. Parce que les enfants captent tout. Ils vont capter qu'on est hypocrite d'une certaine manière en disant une chose et qu'on ne fait pas ça. Il y a un instinct qui sont à l'écoute. On dit que les enfants sont comme des éponges, c'est vrai, parce que bon, c'est encore frais à l'intérieur. Donc chaque chose c'est nouveau. Je donne cet exemple dans les couples, surtout au début de son mariage, mais ça marche avec les enfants aussi. C'est comme quand on commence à prendre Uber tout au début. Et les premières étoiles qu'on a, elles comptent beaucoup. Si tout au début on a 5 étoiles, après c'est difficile à descendre. Si au début on a 1 ou 2, c'est difficile de remonter à 100%, on n'y arrivera jamais. Ouais. Donc c'est important que quand on établit, si on peut dire, la base, la relation soit quelque chose de la plus saine possible.
par rapport à nos enfants, dans le couple, c'est vrai aussi. C'est plus compliqué qu'en adulte, parce que les deux adultes, chacun a sa perception, chacun a les choses qu'il a appris ou qu'elle a appris. Mais les deux sont importants, et c'est vrai que c'est important aussi par rapport à nos enfants. Les enfants captent tout. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Et bon, c'est frappant, et ce genre de choses. Il fait des choses qui ressortent des années plus tard, choses auxquelles on ne fait pas attention, etc. Un truc une certaine manière qui m'a étonné chez moi, mais ça c'est rien du tout. Je commence jamais à manger quand on est à table avec la famille avant que ma femme commence à manger, ou soit à table. Elle sert, etc. J'ai jamais rien dit, je pense pas que j'ai jamais dit à ma femme, j'ai jamais verbalisé, si on peut dire, à ma femme, ni à mes enfants. Ils ont observé. Et quand j'ai les enfants qui commencent à se marier, etc., pour eux c'était important de savoir que, pour les filles surtout, que mon mari va m'attendre. C'est une respect. Encore une fois, je l'ai jamais dit, je l'ai jamais verbalisé. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai dit à ma femme, non, je t'attends. Bon, peut-être que c'est arrivé une fois ou deux, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on parlait. Oui. Ils ont senti ça ou ils l'ont remarqué. Bon, et c'est quelque chose qui est devenu important. Donc, ce n'est pas seulement les choses qu'on va dire qui vont être importantes, c'est les choses qu'on fait. Non seulement c'est les choses qu'on fait, c'est les choses qu'on aime faire. Et ça, c'est important, l'exemple des choses qu'on apprécie sur les choses où on est content. Parce que ça, c'est aussi important. Dans le contexte de la religion, de l'éducation religieuse, c'est aussi très important. Parce que si on est stressé, on se sent un martyr quand on a besoin de faire Shabbat ou d'aller à la synagogue, etc., les enfants ressentent aussi cette énergie négative et ce stress. Et que quand on est stressé de faire Shabbat et qu'on se sent super content de faire du jet ski, les enfants comprennent qu'est-ce sont nos vraies valeurs. Claire. Ils disent, papa et maman, pour eux, le jet ski c'est plus important que Shabbat. Même si on leur dit Shabbat c'est important, etc. Mais ils voient où est-ce qu'on se sent bien, où est notre plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire Shabbat si on est stressé. Peut-être d'avoir une relation un peu différente avec Shabbat ou autre chose, ou la cache-route ou n'importe quoi. Ça peut être on est en vacances, il n'y a rien à manger, franchement, j'aurais bien aimé qu'on ne mange pas cachère, etc. Bon, les enfants ressentent ça aussi. Oui, à nous de leur inculquer nos valeurs. Au-delà des valeurs, c'est le plaisir qu'on a dans ces valeurs. Alors, il y a une valeur en disant on se sacrifie. Exactement. Mais il y a aussi une valeur en disant on se sacrifie de temps en temps. C'est pas qu'on vit une vie d'être juif religieux, c'est un sacrifice à 100%. Parce que ça, on transmet ça à la génération d'après. Il y a eu beaucoup en Amérique, entre autres, quand les gens ont commencé à venir en Amérique. Ils étaient tous religieux. La première génération était tous religieux, plus ou moins. Tous, oui. La deuxième génération, ils ont beaucoup tout abandonné. Énormément de personnes. Bon, parce que la vie religieuse, c'est très compliqué. Il n'y a pas nécessairement les écoles. Shabbat, c'était très compliqué. Les gens commençaient à venir fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Shabbat, c'était presque impossible de respecter Shabbat, à moins qu'on était à son compte. Exactement. Les gens qui travaillaient dans des usines, les usines étaient fermées que le dimanche. Les gens qui voulaient faire Shabbat, ils étaient obligés de venir Shabbat. Ils n'étaient pas là Shabbat, ils arrivaient lundi au travail. Soit ils étaient virés sur le champ, soit on leur donnait une semaine, s'il y avait une bonne excuse, moi j'étais malade, n'importe quoi. La semaine d'après, ils ont vu que c'était tous les samedis, ils ne venaient pas. Et les gens étaient renvoyés. Il y a des gens il y a des livres qui ont été écrits sur ça, des gens qui racontent leur histoire. C'était vraiment des gens qui, à New York entre autres, parce que beaucoup de gens venaient là. Des gens qui devaient passer de semaine en semaine, ils devaient chercher un nouveau travail. Et c'était un sacrifice. Et quel que soit le moment, il y avait le Lower East Side, il y avait le linge, etc., il y a des usines, etc. Mais il y avait d'autres choses. Mais quel que soit le travail, à moins qu'encore une fois, qu'on était indépendant d'une manière ou d'une autre, c'était compliqué. Et beaucoup, il y avait cette expression qui disait en yiddish, c'est difficile d'être juif. C'est ce qu'il disait mon père, il disait toujours ça. Merci. Le mien aussi. Exact. Parce que surtout dans un pays arabe, c'était autre chose. Chaque pays a ses difficultés. Oui, et le pays arabe est toujours plus observant. Ils font la prière, tu entends le muezzin. Alors, il y a un truc, on sent qu'il y a le respect pour la religion et pour Dieu. Mais je ne sais pas comment ça se passait en Europe, avec les cloches de l'église et tout ça. Ça aussi, jusqu'à un certain moment, jusqu'au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, l'Europe était aussi très religieuse. Oui, c'est ça. Certainement au Moyen-Âge, même à la Renaissance. C'est après la guerre, après les deux guerres, je crois. Non, déjà un peu avant. Mais la séparation de l'Église et du gouvernement en France, c'était déjà dans la laïcité, c'était dans le début des années 1900. Donc c'était déjà important à ce moment-là. Mais oui, début du XXe siècle.
Donc c'était déjà des choses importantes à ce moment-là. Mais bon, d'avoir cette expression, c'est difficile d'être un juif, bon, les enfants ont dit, bon, pourquoi, qui a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vivre une vie difficile? C'est devenu négatif parce que bon, c'était le message qu'on transmettait. Donc les enfants non seulement perçoivent nos valeurs, mais perçoivent d'une certaine manière nos vraies valeurs. Mais c'est des valeurs qu'on a enfouies parce que bon, on s'habitue à se sacrifier, on fait cet effort, etc. Mais il y a ce message qui passe. On se sent tellement mieux à faire du jet ski ou autre que de les prier, que de faire manger cachère comme en vacances, etc. Donc il y a aussi un message qui passe. Donc il faut être conscient, on ne peut pas nécessairement tout changer. Et ça ne veut pas dire, ah oui, si pour moi manger cachère c'est une angoisse, j'arrête de manger cachère. Non. Mais peut-être avoir une relation différente par rapport à Dieu, par rapport à la religion, qui n'est peut-être pas quelque chose d'aussi lourd, un fardeau. Peut-être que c'est des opportunités. Et peut-être qu'il faut faire passer ça, pas peut-être, il faut faire passer ça à nos enfants comme une joie et un privilège. Pas un sacrifice où on aurait tellement voulu qu'on n'a pas besoin de faire tout ça, etc. Mais bon, et c'est vrai à plein de niveaux. Donc, juste pour résumer là où on en est pour l'instant, c'est que donc on a dit qu'on n'est pas les propriétaires de nos enfants. Oui. Les enfants ont déjà un caractère à eux. Ouais. On a une responsabilité qui est de développer le caractère de nos enfants. Ouais. Mais pas nécessairement, encore une fois, on n'est pas responsable du caractère avec lequel ils sont nés. Il faut les aider à s'adapter à leur caractère à eux. Et il y a des enfants qui peuvent être plus coléreux que d'autres. Vous voyez ça déjà au début, il y a des enfants qui n'arrêtent pas de pleurer, il y a des enfants qui sont toujours souriants. Bon, c'est des caractères différents. Avant même qu'on ait de chance, on peut dire de les éduquer de manière active. Encore qu'on dit que l'éducation commence au moment de la conception. Déjà, les enfants ont une certaine influence. Alors, il y a l'âme qui leur est donnée par Dieu, sur laquelle on n'a pas de contrôle sur le caractère. Mais là, on a un contrôle, c'est justement le corps qu'ils vont avoir, cette facilité de connecter l'âme et leur corps et leur vie physique, le matériel. On a déjà un moment donc, de l'influence. Juste pour ouvrir une petite parenthèse, à chaque fois qu'il y a des rapports intimes entre hommes et femmes, il y a une création d'une âme. L'âme ne va pas toujours descendre sur terre, dans un enfant. Mais à chaque relation, on crée une âme. Donc on veut que cette âme soit créée de la plus belle manière possible, de manière la plus pure possible. Donc ça, c'est important d'avoir en tête pendant ces moments-là. De le transmettre. Je referme cette parenthèse. Donc on a, en tant que parent, donc, la responsabilité d'aider cet enfant à être la meilleure personne qu'elle puisse être, dans ce sens-là. Et que les enfants, effectivement, absorbent ce qu'on leur donne, le message, mais aussi les messages, on peut dire, souterrains, les messages qui passent en dessous, qui est comment est-ce que nous vivons notre vie, et les enfants absorbent ça aussi. Ils vont absorber cette chose-là. Et aussi l'environnement, là où... L'environnement, c'est quelque chose de très important. Je sais pas, on va s'arrêter dans 5 minutes, donc je ne sais pas si on pourra arriver à parler de ça tout de suite. Effectivement, l'environnement, c'est quelque chose de crucial. C'est vital. C'est l'environnement qui va donner l'essence à la personne, à l'enfant. Avant la naissance, c'est clairement l'environnement où l'enfant se trouve avant la naissance qui va avoir une influence, tellement de niveaux, donc ça c'est important. Mais après ça, bien sûr, l'environnement, la famille, la dynamique à l'intérieur de la famille, tout ça, ce sont des choses qui vont avoir une influence. Le cercle, l'école. Une des raisons pour laquelle on a besoin d'avoir une école juive, c'est justement l'environnement. C'est pas seulement le matériel qui va être étudié. Donc on peut étudier ça plus tard. Mais c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Les amis, l'environnement, la conversation qui se passe, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et le dernier point pour aujourd'hui, c'est l'esthétique des choses. Un point important, et qui est souvent un point de friction, si on peut dire, dans le couple, mais dans l'éducation plus, qui est qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, à quoi ça ressemble. L'image qu'on projette de notre famille et de nos enfants. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est un problème majeur dans le sens où on vit de l'extérieur, nous vivons de l'intérieur. On est plus inquiet de l'image qu'on projette que de ce qui se passe vraiment. C'est un problème qui est réel, c'est un problème qui commence depuis l'histoire d'Adam et Ève, puisque dans la description de la faute de l'arbre de la connaissance, on dit que qu'est-ce qu'Ève a vu? Que l'arbre était beau à voir. Donc déjà, le problème de l'esthétique, si on peut dire des choses, est un problème qui était construit, bâti à l'intérieur de la faute de l'arbre de la connaissance, et que quand on a mangé de cet arbre-là, on a incorporé ce concept d'esthétique et ce gêne, ou bien ce plaisir qu'on a par rapport à la beauté des choses. Donc on apprécie la beauté des choses, ça a son avantage, son désavantage, et on est aussi sensible à l'image des choses.
Alors, c'est un peu superficiel, même si C'est du superficiel si c'est ça qui nous dérange. Ouais. Que tout va bien et qu'on donne une belle image, pourquoi pas? Ou bien si on est une position de responsabilité et qu'on veut donner une bonne image, par exemple. Ça peut être à plein niveau. Ça peut être dans une famille, je ne sais pas, le rabbin de la communauté a une certaine responsabilité de se retenir par rapport à son image. Si des fois on a des enfants, des parents pas religieux, et qu'on a décidé de devenir religieux et qu'on veut éduquer nos enfants, l'image est importante. On ne veut pas que nos parents disent ouais, voilà, tes enfants ils sont sales, tes enfants ils sont pas bien nourris, ils sont pas bien éduqués. Cette image est importante, mais pas parce qu'elle est importante juste pour l'image. C'est ce qu'on a un message à faire passer. Et on ne veut pas que nos parents, si c'est le cas, nous critiquent en disant oui, regarde les enfants religieux, c'est comme ça qu'ils grandissent, ils sont sales, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont pas bien élevés, ils sont des sauvages. Bon, mais c'est pas, oui, exactement. Mais ça, c'est pas juste l'image. C'est au-delà de l'image, une responsabilité qu'on a par rapport à autre chose. Mais donc, c'est pas que l'image n'est pas importante du tout, mais ça peut pas être le point focal de l'éducation. De faire en sorte qu'on donne une belle image, ni de la discipline. Tu me fais honte devant tout le monde. C'est une raison de discipliner un enfant. Je te fais honte, donne-moi l'assistance publique. Quel est le message qu'on donne à cet enfant? On dit, tu me fais honte. You're embarrassing me, ok, très bien. Mais donc, si je te gêne, alors bon, on trouve un autre enfant. Il n'y a pas de message éducatif, si on peut dire, dans le sens que tu me fais honte. Je dirais que c'est plutôt un message négatif. Alors peut-être que c'est vrai qu'on a honte de cet enfant. Premièrement, encore une fois, on n'est pas le propriétaire de cet enfant, il a son caractère lui, alors c'est vrai qu'on est responsable de la discipline, on est les parents, on est les responsables. Mais on n'est pas nécessairement... ça ne va pas être le focus de l'éducation. La honte que j'ai ou l'image, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si mon fils ou ma fille se comporte de telle ou telle manière. C'est pas ça qui doit diriger ma discipline. Si j'ai besoin que mon fils ou ma fille se comporte d'une certaine manière, il faut que je le fasse. Mais ça ne peut pas être motivé par l'image des choses, c'est vrai dans le couple aussi. Si j'ai honte de me promener avec mon mari ou avec ma femme, c'est qu'il y a un problème. Mais ça ne peut pas être « Ah oui, tu me fais honte » ou « Tu me fais pas honte », etc. Dans un couple, c'est différent parce qu'on n'est vraiment pas responsable de l'autre. Mais mon mari me fait honte, c'est son problème à lui. Il se comporter comme un idiot devant tout le monde. Alors peut-être que je suis gêné, mais je n'ai pas besoin d'être gêné par rapport à lui. Je suis gêné parce qu'il se moque de moi devant tout le monde, ok, j'apprécie pas. Mais c'est pas son problème à lui, mais s'il décide de se moucher comme ça devant tout le monde ou n'importe quoi, c'est un enfant adulte, c'est entre lui et ses parents peut-être, ou je sais pas quoi. C'est pas moi qui ai besoin d'éduquer mon mari, de lui apprendre à se moucher ou de lui apprendre à se comporter devant tout le monde. C'est pas mon problème. Alors peut-être que j'ai honte, mais c'est pas un reproche que je peux faire à lui. Je peux dire peut-être l'éduquer d'une certaine manière en disant regarde, quand tu fais ça, c'est pas très beau ou autre chose. Mais cette idée de l'image, encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas sa place. Alors c'est difficile, encore une fois, depuis la faute de Etzadat, de Adam et Ève, on a ça intégré à l'intérieur de nous-mêmes. On aime que les choses apparaissent bien comme il faut. Ça fait partie du DNA. Parfois pas bien comme il faut, mais toujours par rapport à l'image, montrer que, bon, par exemple, cet enfant-là ne se comporte pas bien, on laisse pas tout passer, on est là et on Absolument. Fait. Des fois, on le fait plus par rapport à l'image, des fois, il y a des choses qu'on laisserait passer parce qu'on dit, bon, il est comme ça. Mais par rapport à la société, on est obligé de... Bon, il faut qu'il voit quand même qu'on est là et qu'on l'éduque. L'éduquer à 100%. Alors que l'enfant, des fois, il est comme ça. C'est compliqué. Oui, l'éduquer à 100%. Si on a besoin de trouver des choses qui vont nous motiver à éduquer cet enfant, pourquoi pas? Au contraire. J'ai une histoire qui m'est arrivée, enfin, une histoire, c'est un grand mot, mais qui m'a beaucoup marqué. Je déjeunais avec quelqu'un, et après le déjeuner, je lui proposais de prendre un café. Et il me répond, non, j'ai arrêté de fumer. J'ai pas compris sur le moment, j'ai dit quel rapport? Exactement. C'est marrant, il y a quelques semaines, j'étais à Paris, on se promenait dans les rues, c'était jusqu'à 9h du matin, un truc comme ça. On voit tous les gens à l'extérieur des bâtiments avec une cigarette à la main et un café dans l'autre. Bon. Mais bon, j'avais jamais fait le lien jusqu'à ce moment qu'ils me disent. J'ai demandé quel rapport. Il m'a dit regarde, le café et la cigarette ça va ensemble, je vais prendre un café, je vais vouloir prendre une cigarette. Wow. Alors je préfère ne pas mettre le doigt dans le grenage, de ne pas prendre un café, comme ça je ne suis pas tenté de prendre la cigarette. Ok. Ça c'est quelqu'un d'intelligent dans le sens où il a compris qu'est-ce qui va le motiver. Dans le négatif pour ça. Le roulement des choses. Donc il a dit ok, je préfère m'arrêter en amont. Donc il y a quelque chose qui va me motiver à faire quelque chose de bien, je ne prends pas de café, comme ça je ne suis pas tenté de prendre la cigarette. On a besoin, ça la Gemara nous dit qu'on a besoin d'être intelligent ou malin dans sa crainte de Dieu. Malin c'est exactement ce genre de choses. Si je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas être bien,
et qu'il y a un motivateur derrière, je préfère m'arrêter en avant. Ou au contraire, si j'ai besoin d'être motivé à faire ce qu'il faut parce que les gens le regardent des autres, pourquoi pas? Si ça peut me servir à me pousser dans la bonne direction. Mais il faut que je lui donne sa place propre. Dans le sens où que je comprenne que c'est une motivation, parce que des fois j'en ai rien à faire, je suis trop crevé, je vais rester au lit, et qui casse la maison, c'est pas mon problème. Mais si je peux dire oui, bon, c'est peut-être pas raisonnable parce que ça va coûter de l'argent, mais parce que mes parents sont là, parce que ma belle-sœur est là, qu'est-ce qu'elle va penser? Bon, si ça me motive à sortir du lit, de m'occuper de mes enfants comme il faut, pourquoi pas? Mais en sachant que c'est pas le but de mon éducation de donner des bonnes apparences. Oui. Et des fois ça va mal, ça va loin et ça va de manière négative, dans le sens où on ne veut pas gérer des problèmes, parce que qu'est-ce que les gens vont penser? C'était longtemps le stigma de, je sais pas, d'aller chez le psychologiste, des psys ou n'importe quoi. Oui, si les gens savent que mon fils ou ma fille vont chez des psys, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Donc, on ne gère pas. C'était le problème du MeToo Movement, c'est le problème de molestation avec des enfants, tout un tas de choses, où on ne va pas gérer parce que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, vont parler, etc. Négatif. C'est négatif. Donc si on s'arrête là au regard des autres, l'image qu'on projette, c'est négatif. Si ça me sert à motiver à sortir du lit ou à faire ce qu'il faut pour... parce que bon, après tout, moi j'en ai rien à faire qui casse tout à la synagogue, mais bon, de l'autre côté, ça la fout mal. Bon, au contraire, c'est une bonne chose. Si ça motive à faire ce qu'il faut, c'est très bien. Donc ça a sa place. Comme chaque chose, il n'y a rien qui... Il y a très peu de choses qui sont vraiment 100% négatives ou positives. Tout est un peu un mélange. On parlait des saves tout à l'heure, la même chose aussi. Et ça aussi a beaucoup de positifs à offrir. Il fallait que ce soit bien dirigé, bien canalisé. Pour l'instant, ça n'a pas encore été à 100%. Mais depuis la faute de Etzadat, l'Adam et Ève, avant il y avait le mal et le bien séparés, tout est mélangé. Donc il n'y a rien qui est parfait à 100%, il n'y a rien qui est négatif à 100%. Les traits de caractère des gens que les gens ont, que les enfants ont, ne sont pas négatifs à 100%, ne sont pas positifs à 100%. À nous de le diriger. La Gemara nous dit entre autres, par exemple, qu'il y a des enfants qui sont nés sous une certaine étoile, sous le signe de Mars, ils vont être attirés par le sang. C'est dans leur caractère. Maintenant, on peut diriger ça. Ça peut être quelqu'un qui va devenir un chirurgien, ça peut être quelqu'un qui va devenir boucher au shochet, ça peut être quelqu'un qui va devenir un assassin. Ce sont des gens qui sont attirés par le sang. Mais chacun, c'est à nous de diriger ce caractère brut dans une direction qui est positive. Donc il n'y a pas de choses qui sont à 100% négatives, c'est comme on gère ça, et dans tout. Ouais. Dans chaque chose a sa place. J'étais une fois dans une conférence, et la personne pose la question de savoir quel est l'avantage, pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir des employés paresseux? Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une idée. Et le type qui répond, après, bon, personne n'a eu une idée. Et les paresseux ont toujours trouvé la manière la plus efficient, la meilleure manière de faire quelque chose avec le moins d'efforts, etc. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça. Parce que le lieu de travailler tellement dur, on trouvait la solution la plus parfaite, la plus facile pour résoudre un problème. Bon, c'est un avantage. Donc chaque chose peut avoir sa place. On nous donne un autre exemple. Des fois, il faut être paresseux pour faire des fautes. Faire des avérotes. Il faut se dire, je suis trop fatigué, je ne vais pas me casser la tête. Je préfère rester dans mon canapé, dans mon lit, plutôt que me lever, sortir, pour faire en boîte ou n'importe quoi. Bon, chaque chose a son avantage, chaque chose a son inconvénient, ça dépend comment c'est. Donc il n'y a rien qui est 100% négatif, 100% positif. À nous de diriger les choses. Et c'est la même chose pour les enfants aussi. Les enfants ont leur caractère, il faut les aider à être la meilleure personne avec leur caractère, comme ils sont. Pour être les bonnes choses. Voilà. Si le good is in everything. Il est là, c'est pas on a besoin de se mentir. Quand on dit que le verre est à moitié vide, à moitié plein, le verre il est deux. Oui, c'est ça. C'est pas un mensonge de dire oui, le verre, moi je le vois à moitié plein, à moitié vide, mais en fait, il faut que je me convainque qu'il soit à moitié plein. Non, il est à moitié plein aussi. C'est juste une manière de regarder les choses. Donc il faut changer la manière de voir les choses. Il y a des gens qui sont très critiques. C'est super, quand on a besoin de vérifier certaines choses, je sais pas, pour les comptables qui ont besoin de trouver l'erreur, ou les programmeurs qui ont besoin de trouver l'erreur dans le programme, il y a des gens qui les erreurs sautent aux yeux. Okay? Ils rentrent dans une pièce, ils voient tout de suite le truc qui ne marche pas. Alors, si on est Colombo, c'est super. Dès qu'on rentre dans la pièce, on voit à l'indice le truc qui cloche, et c'est super. Si on se part en vacances et qu'à chaque fois qu'on rentre dans un hôtel, on dit ah ouais, on voit tout de suite le truc qui ne marche pas bien, le truc qui cloche, ça devient un peu angoissant. Bon, il faut gérer. Il faut gérer ce genre de choses. C'est la différence entre une personne qui est négative et une personne qui est positive. Vraiment. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Il faut juste s'assumer et comprendre. Et bon. Ça, c'est la philosophie, c'est être vraiment sage. Ça, c'est pas. C'est apprendre à voir les choses d'une manière différente un peu. C'est une éducation. C'est pas tout le monde qui a ce niveau. Oui.
Non, c'est un travail, c'est pas juste une nature, Oui, c'est un travail à faire. exactement. Si on l'a fait en tant qu'enfant, nos parents nous ont aidés à ça, si en tant qu'adulte on le fait. On ne peut pas rester non plus l'enfant qu'on était quand on avait 5 ou 7 ans. On a besoin de se développer un petit peu. Donc juste pour mentionner les quelques questions qu'on a posées, on en avait vraiment juste pour le mentionner sur la vidéo. Donc parmi les thèmes qu'on va adresser, c'est se retrouver par rapport à la discipline ou par rapport à l'éducation de ses enfants. Des fois on sent qu'on n'est plus la personne qu'on aurait voulu être, ou la personne qu'on veut être. Quand on se retrouve avec ses enfants, on perd un peu les pédales, on perd un peu le contrôle de la personne qu'on était dans sa tête, ou des enfants qu'on avait dans la tête. La discipline, gérer les différences entre les enfants, les conflits entre frères et sœurs, l'éducation individualisée, mettre son couple en avant, ses enfants en avant, comment éduquer quand le papa et la maman ont des objectifs différents, des manières de voir des choses différentes. Donc ça, ce sont des thèmes dont on va aborder dans les semaines à venir, si Dieu veut. Voilà.